Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Je me présente, Mélanie Jugé, chargée d'études à l'Atelier des études économiques, et je vous propose ici un tour d'horizon des principaux défis actuels et futurs des chefs d'entreprise des secteurs artisanat, commerce, services, agriculture. Tout d'abord, il faut rappeler que l'export est indispensable aux filières agricoles. Le graphique que vous avez sous les yeux présente le solde de la balance commerciale agroalimentaire française avec l'Union européenne, c'est le trait vert, et avec les pays tiers, c'est le trait orange, de 1995 à 2019. Le cumul est représenté par les barres bleues que vous voyez indiquées. En 2019, on a donc une balance commerciale agroalimentaire française d'à peine 8 milliards d'euros. En 2020, cette balance commerciale s'est légèrement réduite à 6 milliards d'euros. C'est donc un excédent commercial, c'est le troisième français après l'aéronautique et la chimie. Ce solde commercial est permis grâce notamment aux excédents sur les boissons, sur les céréales et également sur le lait et les produits laitiers. Le graphique illustre la variabilité de la balance commerciale dans le temps. Et ces évolutions sont liées notamment à des évolutions sur la compétitivité des produits. Cette compétitivité est d'autant plus forte quand il s'agit de commodités, de produits standards comme il peut s'agir par exemple pour du blé tendre. Elle varie également avec la géopolitique et les accords de libre-échange que l'Union européenne peut conclure avec d'autres régions du monde. L'export est important pour les filières alimentaires, agroalimentaires et agricoles françaises de par la quantité. Par exemple, 1 tonne de blé sur 2 produite en France est destinée à l'export. Et en ce qui concerne le lait, c'est 4 litres de lait sur 10 produits en France qui part à l'export. Et l'export est également important par rapport à la valeur des produits, car le marché export permet aussi de valoriser certains produits mieux que le marché français. Les produits français sont réputés pour leur sécurité et pour leur qualité. C'est ce qui est illustré au travers de la marque Taste France que vous voyez apparaître sur l'écran. Et il y a donc un réel enjeu pour la filière agricole et agroalimentaire française de conserver, voire de développer les parts de marché à l'export. Le pouvoir d'achat des Français est stable d'après les derniers chiffres de l'INSEE. On constate également une hausse des prix à la consommation et un taux d'épargne qui, même s'il se réduit, reste fort. Il y a donc une véritable question, quels que soient les produits consommés, du comportement d'achat des consommateurs. Les modes de commercialisation sont en plein bouleversement et le Covid a été un accélérateur de tendance à ce sujet-là. 7 Français sur 10, en effet, déclarent faire attention à consommer sainement. Il y a, avec le contexte du Covid, il y a eu une limitation des déplacements, la fermeture de la restauration hors domicile et en a découlé une augmentation des ventes dans les commerces de proximité. En 2020, c'était une hausse de 8,6%. La vente directe, le vrac ont été de réelles tendances. Il y a un enjeu pour le commerce avec de créer ou de conserver un lieu de vie où l'achat soit synonyme de plaisir et de digitaliser les services et de communiquer autour de l'aspect local de la consommation. Pendant les confinements, nombre de Français ont passé plus de temps dans leur cuisine, dans leur jardin, dans les magasins de bricolage, et on le voit par exemple avec une hausse de la fréquentation de 11% des ventes dans les grandes surfaces de bricolage en juillet 2021 par rapport à juillet 2019. Également une tendance au faire soi-même sur les cosmétiques, sur la beauté. Et cette tendance au faire soi-même génère des économies de l'ordre de 272 € par an. Donc, c'est aussi un atout pour ce mode particulier. L'augmentation du drive, du click and collect, du e-commerce n'a échappé à personne pendant la période des confinements et c'est une tendance qui reste forte. En 2020, c'est une hausse de 46,5% de ce type de commerce. C'est un secteur qui est concurrentiel et on voit que ce mode de commerce perdure dans le temps. Les services tels que la coiffure, l'esthétique à domicile ont également le vent en poupe et la livraison à la carte est un atout dans le contexte actuel.
Un défi qui est intéressant à souligner, c'est le climat, l'environnement, le bien-être animal. Des exigences sont renforcées au niveau de l'Union européenne avec le Pacte vert pour l'Europe ou Green Deal, l'objectif étant d'atteindre la neutralité carbone en 2050, avec un objectif intermédiaire qui est une réduction de 55% des gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et différents éléments au niveau français intègrent des objectifs sur le climat et l'environnement. Par exemple, le plan France Relance a la transition écologique comme objectif stratégique, avec une part des financements qui sont dédiés à la transition écologique. Par exemple, des dispositifs sur MaPrimeRénov' ou d'autres dispositifs, par exemple, pour la conversion des agroéquipements en agriculture. Les dispositifs tels que Ecophyto 2, Ecophyto 2+, Eco-Antibio ont pour objectif la réduction de l'usage des produits phytosanitaires ou des antibiotiques vétérinaires. Et les filières s'emparent également de ces enjeux. Je pense par exemple à la filière lait bas carbone avec le diagnostic CAP2ER ou les légumes et l'objectif de réduction des pesticides avec la démarche zéro résidu de pesticides. Le bio est également souhaité par les pouvoirs publics avec un objectif inscrit dans la politique agricole commune d'atteindre 18% de la surface agricole utile en bio en 2027. Sur le sujet du bien-être animal, donc ce sont des sujets qui sont de plus en plus importants. On l'a vu par exemple avec la réglementation sur la fin du broyage des poussins ou l'arrêt de la castration des porcelets, l'étiquetage bien-être animal également qui prend de l'ampleur. Au niveau du secteur du bâtiment, la réglementation environnementale 2020 a un objectif de réduction de la consommation énergétique des nouvelles constructions. Et donc, au niveau du commerce, il y a un enjeu à mettre en avant ces labels, l'étiquetage, par exemple, des baguettes qui peuvent mettre en avant la haute valeur environnementale du produit. Et au niveau du secteur de la coiffure, l'intérêt que les consommateurs peuvent avoir pour la coloration végétale. Ces différentes réglementations ont des objectifs. Le cap est donné par rapport à cela. Après, est-ce que ces objectifs seront atteints? C'est difficile de le savoir aujourd'hui. En tout cas, il est clair qu'on va vers une évolution des standards sur ces sujets-là. Autre défi, les robots, les systèmes d'information, le pilotage à distance, l'autonomie par les robots de traite, par différents outils au niveau agricole permettent de réduire le travail d'astreinte et modifient également la nature du travail. Ces différents outils permettent également de capter de nouvelles données et de pratiquer l'agriculture de précision. Ces investissements représentent également un coût et il convient de mesurer leur seuil de rentabilité. La donnée sera donc un enjeu, est et sera un enjeu pour demain. Au niveau des secteurs artisanat, commerce, services, la digitalisation peut permettre un gain de temps, par exemple dans le secteur de la coiffure pour faciliter la prise de rendez-vous, la carte de fidélité digitale, ou dans les professions de santé où tous les Français ont appris à utiliser Doctolib et ces applications permettent davantage de visibilité et de notoriété. Les consommateurs sont aujourd'hui connectés, la plupart des consommateurs sont connectés et ces nouvelles données permettent de répondre à leur attente d'une expérience personnalisée pour aller vers toujours davantage de satisfaction client. L'intérêt étant de mieux connaître ses clients et d'adapter sa stratégie commerciale en termes de cibles, d'offres et également de canaux de commercialisation. En termes de tendance, il est important de noter que près de 75% des achats en ligne se font via mobile pour les commerces de détail. Donc, il est important de veiller à ce que la communication sur mobile soit facile pour les clients. Et un quart des Français se disent prêts à réaliser leurs achats sur un réseau social. Donc, il y a un intérêt à réfléchir à une boutique sur Facebook ou un étiquetage Instagram. Autre défi, les territoires qui ont des dimensions multiples. Ces territoires sont le support de savoir-faire avec les AOP, avec les IGP. Il faut d'ailleurs à ce titre noter le rôle de l'Union européenne pour la reconnaissance des traités de libre-échange, la reconnaissance de ces produits dans les traités de libre-échange. Les consommateurs souhaitent des produits locaux, qu'il s'agisse de l'alimentation ou d'autres produits. Se pose à ce sujet la question de l'échelle de la localité. Est-ce qu'on parle des produits de mon village? Est-ce qu'on parle des produits de ma région? Est-ce qu'on parle de produits français?
Les projets alimentaires territoriaux ont pour objectif de rapprocher offre et demande alimentaire sur un territoire et recherchent également la qualité. La carte que vous voyez présentée sur la diapositive représente le nombre de commerces alimentaires par commune sur l'ex-Basse-Normandie. En 1980, un quart des communes rurales ne disposaient pas de commerce. De nos jours, c'est un peu plus de la moitié dans la Manche, 60% dans le Calvados, 68% dans l'Orne. On a donc eu plutôt un recul des commerces dans les communes rurales. Avec l'essor du local, la modification des habitudes de travail, est-ce qu'on ira vers un retour du commerce de proximité? Et à ce sujet, sur le sujet des territoires, il faut aussi noter que les paysages et l'évolution du tourisme vers des courts séjours sont potentiellement un atout pour le développement d'un tourisme local. L'agriculture se diversifie. L'agriculture ne produit pas seulement l'alimentation, elle produit également de l'énergie, des biens, des services. Les productions proposées sont diverses et les modes de production sont également variés. Les installations atypiques ne sont plus si anecdotiques, chacun peut en avoir en tête. Et la diversification peut se faire à l'occasion de l'entrée d'un associé dans une société ou d'un salarié, etc. La diversification suppose également un élargissement des compétences, avec par exemple l'exemple du circuit court où, outre les compétences en termes de production, voire de transformation, il est important d'avoir des compétences en termes de commercialisation du produit. Et il y a un enjeu, après l'engouement pour les circuits courts au moment du confinement, de soutenir la dynamique post-Covid avec la digitalisation et la fidélisation des clients. La diversité et la diversification s'expriment également dans les commerces multiservices, par exemple, ou dans le bâtiment, où, par exemple, un peintre va également pouvoir proposer des services d'isolation, de pose de placo, pour pouvoir assurer son chiffre d'affaires. Et dans les salons de coiffure, par exemple, on peut également trouver de la vente de produits de maquillage, des accessoires, ou également des ateliers pour pouvoir fidéliser le client, en capter de nouveaux et augmenter, voire assurer son chiffre d'affaires. La diversité est une richesse, elle permet d'être présent sur différents marchés et de capter différentes sources de valeur ajoutée. La transmission est un enjeu important pour les dirigeants. Le graphique que vous avez ici représente la répartition des agriculteurs par âge en 1982 et 2019, avec sur une partie du graphique les agriculteurs exploitants et sur l'autre partie du graphique les personnes en emploi, avec un découpage en fonction des classes d'âge 15-24 ans, 25-49 ans et 50 ans ou plus. Donc, on voit sur ce graphique le fait que la population agricole a plutôt vieilli depuis 1982. On a 2 départs sur 3 qui sont actuellement remplacés et donc un départ sur 3 qui ne l'est pas, donc un déficit d'attractivité avec des écarts selon les filières et également selon les territoires et des modèles de transmission qui peuvent évoluer également par rapport à l'évolution des structures. Dans le domaine de l'artisanat, du commerce et des services, le coût moyen d'installation par reprise est de 151 000 €. Ces installations par reprise sont en baisse. Elles représentent moins d'une session sur 10, hors micro-entrepreneurs, et concernent un format atypique d'entreprise, puisqu'il s'agit essentiellement de sociétés et plutôt avec des salariés. Et elles sont plus fréquentes dans l'artisanat commercial. Un cédant sur 2 cède son entreprise pour cause de retraite et le coût, dans le cas d'une cession par reprise, est plus élevé qu'en cas de création du fait de la reprise de la clientèle. Avec un coût qui est variable, et c'est ce qui est illustré ici sur la diapositive, selon les secteurs et bien sûr derrière avec une variabilité selon la taille de l'entreprise. Le travail est un défi également actuel et futur, et avec la question de l'adéquation entre les besoins et les ressources. La charge de travail est un point d'attention, l'enjeu étant qu'elle reste soutenable et qu'elle permette la prise de recul du dirigeant.
Elle peut être en augmentation du fait de l'augmentation de la taille de l'entreprise, du départ d'un associé ou d'un salarié. Son évaluation peut être source d'incertitude à l'occasion de la création ou du développement d'une activité. Et donc, il y a un réel enjeu à pouvoir évaluer de façon la plus objective possible cette charge de travail. L'organisation peut apporter des réponses en clarifiant des règles de fonctionnement en société, en ayant un point d'attention sur le management des salariés. Et les compétences, et un point d'attention est important sur les compétences qui sont nécessaires pour la réalisation du projet d'entreprise, à mettre en relation avec les compétences du ou des dirigeants, qui ne peut pas avoir toutes les compétences nécessaires pour la réalisation de son projet d'entreprise. Et pour cela, des solutions comme la délégation, la complémentarité entre dirigeants ou avec des salariés peuvent apporter des réponses. Dans l'enquête besoin de main-d'œuvre réalisée par Pôle emploi, les chefs d'entreprise mettent en avant des difficultés qu'ils ont à recruter. Il y a un réel enjeu sur le recrutement et la pérennisation une fois les recrutements réalisés. La rémunération peut apporter des réponses et également l'emploi partagé par exemple. Et dans la vie de l'entreprise, le projet évolue, des nouveautés technologiques, techniques pour l'agriculture agronomique, éventuellement la digitalisation, peut nécessiter une évolution des compétences et la formation continue est pour cela importante tout au long de la vie de l'entreprise. Les cours et les marchés sont mouvants, avec, on l'a vu récemment, avec l'évolution des matières premières pour le secteur du bâtiment ou les prix du blé, du colza en agriculture, et génère un risque économique qui peut être accru selon la spécialisation des entreprises, selon leur taille, selon leur exposition aux aléas climatiques. Et d'autres risques peuvent toucher les entreprises, qu'ils soient sanitaires, au niveau des contrats, de l'environnement ou des hommes qui travaillent sur cette entreprise. Il est donc important d'évaluer et de prévenir ces risques. Ce monde en mouvement est aussi source d'opportunités avec des nouveaux marchés qui peuvent apparaître comme les casiers alimentaires ou dans le secteur de la beauté, les activités de barbier. Et des associations de compétences et de savoir-faire peuvent voir le jour. Par exemple, l'association d'un producteur transformateur de céréales avec un boulanger local ou d'une entreprise proposant des coffrets de produits avec des producteurs transformateurs ou confiseurs. Et l'agilité et l'adaptabilité seront précieuses dans ce contexte en mouvement. Alors, dans ce contexte, quelles sont les clés de la performance ? Il semble important que l'objectif des chefs d'entreprise soit clair. On peut l'illustrer par une cible, comme ici sur le graphique, et qu'il soit partagé avec les associés, avec les salariés. Et il est important pour cela de mettre en place une stratégie pour l'atteindre. Une stratégie qui pourra être réévaluée en fonction d'un pilotage pour lequel des indicateurs seront précieux. Et donc, il sera important de s'assurer d'avoir les compétences nécessaires pour pouvoir atteindre l'objectif. Nous l'avons vu au travers de cette présentation, différents défis sont devant les chefs d'entreprise, qu'il s'agisse du marché avec l'export, avec le local, l'évolution des demandes des consommateurs, les attentes accrues sur les domaines du climat, de l'environnement, du bien-être animal, les nouvelles technologies, avec un enjeu sur les données et les systèmes d'information, les territoires qui peuvent constituer un réel atout, la diversité et la diversification des activités, avec des questions qui peuvent se poser sur la transmissibilité des entreprises et le travail. La flexibilité et l'adaptabilité étant des atouts dans ce contexte. Nous avons réalisé une étude sur les ressorts de la performance en production laitière et un des résultats était que moins de la moitié de la performance s'explique par les données économiques, financières et structurelles de l'entreprise. Il semble clair que ce résultat va au-delà de la production laitière et au-delà de l'agriculture et que la performance revient d'abord au chef d'entreprise qui, avec sa vision, sa rigueur, son organisation, son ouverture, sa capacité à prendre des décisions, à se remettre en cause, à porter et à mener un projet cohérent fera la réussite de son entreprise. Face aux défis de demain, le meilleur atout du dirigeant, c'est probablement lui-même.